de la circularité plus poussée du bois tropical, une urgence. Le titre fait écho à ce qu'on entend souvent dans le bassin du Congo avec le terme « transformation plus poussée du bois ». Donc j'ai repris la même chose pour dire qu'au niveau de l'économie circulaire, il y a quelque chose à pousser beaucoup plus loin. Merci à la TIBT d'avoir accueilli mon topo d'aujourd'hui. Dans ce temple de la consommation de bois neuf, on va parler du réemploi du bois lors de sa fin de vie. C'est très paradoxal. Donc merci d'être là. Alors je vais développer des arguments pour montrer pourquoi c'est si important pour la filière bois, tropicale particulièrement, d'intégrer cette problématique. Je vais commencer par une petite toilette démo pour repréciser très rapidement sur l'économie circulaire 3 termes pour planter le décor. Il y a la réparation, il y a la refabrication avec du bois massif, il y a le réemploi dans un même usage et le recyclage. Je vais surtout parler de refabrication, de réemploi, un petit peu de réparation, un petit peu de recyclage. Le décor est planté. Et pour planter le décor, je fais appel à Meadows avec son rapport de 72 et la fameuse courbe d'épuisement des ressources renouvelables, non renouvelables. Et en fait, on constate que la courbe épouse la même courbe pour les ressources renouvelables. C'est une erreur de considérer que les ressources renouvelables sont illimitées et qu'on peut les consommer autant qu'on le veut. Et on commence à parler maintenant de pic forestier. Comme il y a le pic du carbone, on commence à parler de pic forestier. On est bien dans un monde fini. Et ça, dans les ACV, dans les analyses de cycle de vie, on considère que le bois matériau renouvelable, il est disponible ad vitam aeternam autant qu'on en veut. C'est archi faux. Donc le pic forestier, on pourrait en parler, c'est encore un sujet d'étude. Et qu'est-ce qu'on fait du bois en fin de vie? Alors aujourd'hui, classiquement, on fait du bois énergie qui a pour intérêt, malheureusement, de relarguer le carbone biogénique immédiatement dans l'atmosphère. Par contre, pour les bois traités, l'intérêt, c'est qu'ils dégradent les molécules complexes en molécules simples. Bon, c'est pas terrible. Et puis, il y a l'enfouissement. Beaucoup de vantaux de fenêtres en bois tropical, en France, finissent par l'enfouissement. On enterre et on reporte ça pour les générations prochaines avec un dégagement de carbone qui va se faire lentement et sûrement. Donc, c'est tout le contraire des ACV dynamiques, de la RE 2020 en France, donc la réglementation thermique en France, où on dit que pour la problématique carbone, c'est immédiatement, tout de suite, qu'il faut éviter le rejet de carbone. C'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est tout de suite. Dans ces deux cas de figure, là c'est immédiat, et là ça va prendre 10, 20, 30 ans, et les générations prochaines pourront se chauffer peut-être avec du biométhane. Il y a d'abord, ensuite, le recyclage matière. C'est une bonne solution. Immédiatement, le carbone fossile, le carbone biogénique. Mais c'est ce que j'appelle, moi, le HMONU. C'est qu'on fait un hachis parmentier pour faire des panneaux de fibres, des panneaux de particules. Donc, c'est des panneaux de process. C'est l'industrie lourde du bois qui est très concentrée. Donc, ça suppose beaucoup de transport, une très faible création de valeur, et puis aussi une exigence, aucun corps étranger. Si en commande numérique, on se retrouve avec des particules métalliques, des cailloux et autres, c'est délicat. Mais c'est déjà pas mal. Après, il y a le réemploi, la réutilisation, chose qu'on commence à parler. On est dans la préhistoire. C'est la meilleure solution immédiate pour participer à la réduction de l'effet de serre, pour réduire l'épuisement des ressources, et on le verra, pour protéger un peu la biodiversité. Mais il faudra une déconstruction qualitative et il faudra refabriquer des produits qui ont une longue durée de vie, ne pas faire des produits éphémères qui en 2 ou 3 ans vont pourrir. Et avec quel rendement matière? Si pour faire ces objets, on perd 80% de la matière, c'est pas forcément intéressant. Mais le problème majeur, il est toujours là, c'est la séparation des matériaux. En fin de vie,
s'il n'y a pas de solution efficace pour séparer les quincailleries, pour séparer des choses collées et autres, ça va gréver les coûts du traitement du réemploi. Et donc, ça atteint la viabilité. Petit rappel sur le carbone biogénique, le CO2. On dit classiquement 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2, grosso modo. Sauf que pour les bois tropicaux qui sont plutôt, et entre autres dans les fenêtres, dans les plattelages, sont plutôt assez denses, on est sur 10, 20, 40% de plus de carbone stocké dans l'ouvrage mis en œuvre. Pour faire une comparaison, 1 mètre cube de Dark Redmeranti, c'est 1100 kg de CO2. Ça correspond à 0,3 tonnes de fuel domestique, pour voir à quoi ça correspond. Donc en bois tropical déjà, dans les ouvrages que l'on fabrique, on stocke 20, 30, 40 à 50% de carbone biogénique de plus qu'avec du bois tempéré. Alors là, ça va être un petit peu compliqué ce que je vais vous expliquer, mais c'est un problème spécifique au bois et encore plus au bois tropical. C'est cette fameuse problématique de rendement matière. Si j'arrive à mettre 25 mètres cubes de bois massif en œuvre dans un bâtiment parfaitement, j'aurais généré 75 mètres cubes de produits connexes en exploitation forestière, dans la scierie, dans la raboterie, dans la menuiserie, sur le chantier. La filière bois, c'est une grande catastrophe au niveau du gâchis de matière secondaire, troisième choix et compagnie. On en perd énormément. C'est aussi ce qui pèse sur nos FDES, énormément. Et là, j'ai pris l'exemple d'un rendement à 25%. Mais en fait, souvent, on pourrait dire qu'on n'est pas loin de 20% si on rajoute tout ce qu'on laisse sur les coupes forestières en zone tropicale. Tout le houppier, il reste sur la parcelle, pratiquement. Donc les pays du bassin du Congo sont extrêmement conscients de cette situation, mais économiquement, peu d'acteurs trouvent des solutions pour y remédier. Donc on peut parler du recyclage du PVC. Avec 100 kg de PVC recyclé, on va faire 100 kg de granulés. 100 kg d'aluminium, 100 kg de profil aluminium. 100 kg d'acier, pareil. Le bois est spécifique. Avec son rendement matière, on gaspille beaucoup de matière. On épuise aussi la forêt. On épuise aussi l'énergie. Alors en fin de vie, qu'est-ce qui va se passer? Alors la solution la plus courante aujourd'hui, c'est le broyage pour faire des panneaux. Donc on va réussir, ces 25 mètres cubes là, ils vont devenir du panneau de particules. On va comment en perdre 25%, parce que faire de l'agencement ou du meuble avec un rendement matière sur panneau au-dessus de 75%, c'est déjà exceptionnel. On est plutôt proche de 70-65%. Alors comme il n'y a aucun produit connexe généré par la fabrication des panneaux de process particules fibres, bon, c'est 100% du broyage qui passe dans le panneau. Deuxième cas de figure, je fais du upcycling de bois massif. Donc je récupère le bois massif des ouvrages en fin de vie, meubles, menuiseries et autres, et j'ai pris en considération un rendement matière de 50%. Donc je vais refaire, à partir de profilés de pièces de bois, de fenêtres, de terrasses, de poteaux, de je ne sais quoi, je vais refaire un ouvrage de construction bois, mais je vais perdre 50%. Mine de rien, en refabriquant avec ce bois-là, cette partie-là, j'ai économisé cette production de produits connexes. Si j'étais parti en produit neuf, j'avais 3 fois le volume initial de produits connexes à générer. Donc par le réemploi, en évitant d'acheter du bois neuf, j'évite de générer des produits connexes en forêt. Et dans le cas du réemploi, dans un usage proche, je perds très peu de matières premières. Voilà, j'ai carrément évité la production de 100% de produits connexes. Alors là, c'était vraiment très spécifique au bois. Et on voit l'intérêt considérable du réemploi au niveau de l'impact sur la forêt et sur les problématiques d'effet de serre. Le problème, c'est que tous ces impacts très positifs immédiatement sur la ressource forestière ne sont jamais comptabilisés dans les analyses de cycle de vie. Alors, il se trouve qu'en Afrique, les connexes, on n'a pas d'usine de panneaux de particules,
de panneaux de fibres, de granulés. On fait au mieux du charbon de bois avec des grosses pièces, mais ce n'est pas des volumes très importants. La majeure partie des connexes, ils sont définitivement perdus et ça fera du carbone en pourrissant dans l'atmosphère. Alors c'est idem pour l'énergie, hein, parce que toute l'énergie que j'ai dépensée pour produire ça, je vais en dépenser très peu pour passer à ça. Donc au niveau énergie, c'est le même topo. C'est un gain énorme en énergie. Et le carbone biogénique, effectivement, je n'ai pas été épuisé, donc j'économise là-haut. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport à l'article que j'avais écrit dans la newsletter de l'ITIBT, où je pousse plus loin mes arguments en faveur de réemploi, pour dire qu'il y a toute une facette développement durable qui est bien plus important pour la forêt que ce qu'on croit. On parle du réemploi surtout au niveau de nos déchets à nous, mais voilà. Alors c'est vrai que le sujet concerne beaucoup l'Europe, enfin l'hémisphère nord qui a importé depuis 50 ans des centaines de milliers de mètres cubes de bois tropicaux. Alors le réemploi c'est bien, mais si les textes normatifs, les référentiels professionnels exigent que pour le réemploi d'un produit, on ait exactement les performances initiales du produit neuf, c'est perdu d'avance. Or aujourd'hui, dans les textes en France toujours, c'est bien ce qui est en train de se passer. On vous demande en réemploi les mêmes exigences, les mêmes performances initiales qu'un produit neuf. Alors qu'une fenêtre, au bout de 20 ans, elle a déjà perdu de ses caractéristiques. Au bout de 25 ans, au bout de 30 ans. Mais non, si on fait du réemploi, il faut qu'elle retourne au départ. On peut très bien, avec une opération de maintenance, 1, 2, 3, c'était là que je dis dans la l'économie circulaire, il faut réparer pour allonger les durées de vie, eh bien on peut redresser les performances et arriver à 50 ans. Il y a une norme européenne, par exemple, qui décrit un peu ce process-là, qui est malheureusement pas utilisé aujourd'hui en France. Donc la première chose, c'est que dans la vraie vie, un produit neuf, il se dégrade. C'est comme une pièce d'occasion de voiture. Pourquoi, quand on la réutilise, il faudrait qu'elle soit totalement neuve? Inutile. Alors pour le second usage, on a un grand intérêt avec les bois tropicaux qui sont de classe de durabilité naturelle 1, 2 et 3. Parce que tous ces bois-là, même quand la menuiserie est finie, elle prend l'eau, elle fuit l'air, je ne sais quoi, les quincailleries ne marchent plus, le bois des classes 1, classe 2, il est toujours nickel, il est parfait, sauf qu'aujourd'hui, on le met à l'enfouissement. Les classes de durabilité naturelle, vous les connaissez, les 5 classes. Donc classe 5, classe 4, classe 3, les bois pas durables ou peu durables. C'est un gisement qui est quand même assez important, qu'on peut continuer à utiliser en intérieur sans biocide. Il y a aussi beaucoup de bois de la zone tempérée, qu'on soit clair. Par contre, dès l'instant qu'on passe en bois de classe 2, classe 1, c'est une majorité de bois tropicaux. Et là, ma liste, elle n'est pas finie. On a pour les bois de la zone tempérée, ici en Europe, le robinier uniquement en classe 1, et puis 3 essences commerciales en classe 2, qui sont très chères au passage. Donc on a un volume qui est peut-être un peu plus faible, beaucoup de bois tropicaux, qu'on peut utiliser encore à l'extérieur sans biocide. Et qu'on peut utiliser longtemps. Appuyons-nous sur la norme FD P20 651 de l'AFNOR, qui nous dit, selon les classes d'emploi, combien d'années peut durer un ouvrage bien conçu. Si je prends mon exemple, sur un exemple classique avec le Moabi. Moabi, en menuiserie extérieure, 50 à 100 ans. Et je confirme, des fenêtres qui ont 40 ans, j'en ai vu, en Moabi. Le Moabi n'a pas bougé d'un poil, y compris dans les assemblages. Rien. Donc le 50 est tout à fait justifié, et ça peut aller très loin à 100. Donc on n'est pas en durée de vie typique 30 ans, ou 33 ans, ou 35 ans selon ce qu'on fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Et le Moabi, c'est un trésor. C'est un trésor de la forêt tropicale qu'il faut absolument respecter. Il devrait être interdit de jeter à l'enfouissement des pièces, des cadres de vantaux de fenêtres en Moabi. C'est comme si on met du palissandre, de l'ébène, de l'ivoire, de la forêt à l'enfouissement. C'est scandaleux. Bon, la liste est longue,
Parce que dans les bois tropicaux, effectivement, zone tropicale, beaucoup sont de classe 2, de classe 1. On a des documents pour le faire. Et voilà, en upcycling de bois, selon qu'on a des bois de classe 1, 2 ou 3, on peut avoir des longévités qui vont au-delà de 50 ans sans problème. Donc pourquoi s'en priver? D'autant que l'épuisement des ressources est ce qu'il est, et que les économistes vous disent que la consommation de bois d'ici 2050 va être multipliée par 3 dans le monde. Certains disent 4. Donc il va y avoir un manque de bois très très sérieux dans les années à venir. Alors le problème numéro 1 dans le réemploi, c'est comme il y a beaucoup d'essences différentes, le premier problème sur lequel on bute, c'est de savoir à quelle essence on a affaire. C'est très difficile à reconnaître. Bon, il y a même des appareils pour le faire. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut marquer tous les ouvrages en bois tropicaux en certification, que la norme l'impose et que les industriels le fassent volontairement pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse dire « Ah ça c'est du Capur, je sais tout de suite ce que je peux en faire. Je prends les fiches du CIRAD et immédiatement je sais ce qui est possible. » Le Capur, je peux le confondre avec plein d'autres choses. Et ça c'est le sésame. C'est le sésame du réemploi. Il faut marquer maintenant les lames de terrasse avec le nom. Ma liste, elle n'est pas complète ici. Alors j'en ai déjà parlé en réunion de normalisation, de certification. On m'a un peu rigolé au nez en me disant « Frédéric, on marque déjà assez de choses sur les fenêtres, on ne va pas encore marquer quelque chose d'autre. » Et même j'ai proposé qu'ils marquent aussi pour les essences résineuses et autres, quel est le biocide qui est introduit dans le bois. Parce que quand on mange des cornflakes, on vous dit ce qu'il y a dedans, les colorants, pourquoi on ne mettrait pas les biocides dans les résineux qui sont commercialisés? Et là, c'est pareil. Heureusement, la loi AGIEC est passée par là. Et maintenant, ça devient possible. Alors, c'est possible depuis 1 an. C'est encore fait par personne. Pour que le réemploi existe, il faut aussi que la séparation des matériaux soit faite très rapidement parce qu'elle est coûteuse. Donc, il ne faut pas de vis à tête fendue. On perd son temps. Il ne faut pas coller des habillages avec du PU. C'est indécollable, c'est compliqué. Les bandes préformées à base de butyl sur les fenêtres, ça encrasse les lames quand on découpe, c'est une catastrophe. Les peintures qu'on recouvre sur tout ce qui est vis et compagnie, c'est pareil, on n'arrive pas à dévisser. Les finettes qu'on met plein sur les habillages, qui restent sur les dormants, il faut passer son temps à enlever les clous parce que les lames carburent aussi n'aiment pas les clous. Et puis les quincailleries sur lesquelles il y a beaucoup trop de vis. Plus il y a de vis, plus vous perdez de temps, plus le réemploi est impossible. Etc. Donc j'en fais pas la liste de tout ce que je viens de dire sur le stock initial de carbone, les biocides, tout ça. Je ne vais pas me répéter parce qu'il faut aussi donner la parole à mes petits amis. Ce qu'on constate, c'est que le réemploi, les impacts sont très immédiatement positifs. Sur la réduction d'effets de serre, sur la réduction de l'épuisement des ressources, sur la protection de la biodiversité avec ces bois de classe 1, classe 2 qu'on peut utiliser sans biocide. Et sur la réduction de la consommation d'énergie, puisque ces bois-là, il ne faut pas beaucoup d'énergie pour les transformer. En revanche, qui financera le stockage intermédiaire des bois tropicaux qu'on a récupérés? On a mis des milliards sur les chaudières, on a mis des centaines de millions sur des zones d'enfouissement, et on n'a mis pas un copec. À Paris, peut-être qu'il y a il y a 1/10 de million d'euros qui a été mis en stockage intermédiaire de réemploi. On marche à l'envers. Le monde est à l'envers. Les villes sont nos mines. Et on les abandonne. Parce que entre le bois qu'on va récupérer et l'ouvrage qui va l'accepter, il y a tout un tempo, maître d'ouvrage, d'architecte, de création, ça prend des mois. Et donc si personne n'est là pour supporter ce stockage, et je l'ai déjà fait, je sais ce que ça coûte, et ça plante les boîtes, tous ceux qui s'y mettent ont beaucoup de difficultés, il faut faire du lobbying pour que le stockage se fasse à faible coût. Alors pour finir, les points faibles du upcycling du bois tropical massif, c'est un gisement très hétérogène, très diffus, comme en forêt tropicale. En forêt tropicale, on a quoi? On a 200 espèces à l'hectare et on prend 1 arbre à 2 arbres par hectare. C'est très diffus, c'est très hétérogène. C'est essentiellement situé dans les grandes villes, là où malheureusement le foncier est très cher. Ce qui fait que stocker des quantités pendant longtemps, ça devient impossible.
C'est coûteux à déconstruire proprement, ça commence à se faire. À trier, on l'a vu, il faut reconnaître les essences, déjà qui ne sont pas marquées, c'est pas indiqué. À démanteler, parce qu'il faut enlever le vitrage, il faut enlever des vis, il faut enlever des choses. Et à stocker. Et donc c'est un autre modèle de production que la filière bois doit intégrer pour être vraiment soutenable. Et je conclus en disant que la gestion durable des forêts tropicales ne doit pas s'arrêter au premier coup de tronçonneuse en forêt. Merci de votre attention. Pour débattre de tout ça, j'appelle donc Pascal, Jean et Rémi de venir ici à la table ronde pour réagir. Et ils ont aussi des expériences de leur côté répondre aussi à vos questions. Alors, Jean, je commence. Bonjour, Jean Gérard du CIRAD. Alors là, je suis bien embêté parce qu'en fait, le spécialiste de la circularité des bois tropicaux, c'est Frédéric. Je pense qu'il va être important, c'est de laisser la parole à l'assistant, surtout. Enfin, je voudrais insister quand même sur 2 points. Tu as fait un exposé fabuleux. Je pense qu'il y a 2 idées, entre autres, super intéressantes qui sont sorties. Ce que tu as dit au début, on parle toujours de bois, matériaux renouvelables. On se rend compte que cette renouvelabilité, je ne sais pas si ça se dit, des bois, qu'ils soient tropicaux ou tempérés, en fait, c'est quelque chose de complètement relatif. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste en foresterie, mais de ce que j'entends dire en ce moment, on est en train de se poser des questions sur les cycles d'exploitation en forêt tropicale. Jusqu'à présent, je crois qu'on se basait sur des cycles de 30 ans, puis on se rend compte que c'est un peu court, finalement, pour assurer une renouvelabilité de la forêt suffisante. Donc, effectivement, ce matériau dit renouvelable, il n'est pas tant que ça renouvelable, d'où l'intérêt d'aller dans le sens de ce que tu préconises. Puis une idée aussi que tu avances à la fin, moi j'ai bien aimé cette comparaison entre le gisement des ressources bois en ville et le gisement des ressources forestières, notamment en forêt tropicale. On a un gisement qui est très dispersé et il faut aller à la pêche de ces ressources qui sont à récupérer et à valoriser. Peut-être avant de donner la parole à l'assistance, je voudrais te poser une question à toi. En pratique, tu te retrouves face à une menuiserie en moabi avec le dormant, les vantaux. Comment ça se passe? Comment tu arrives à, techniquement, sans parler d'organisation du système de production ou autre, comment techniquement ça se passe pour arriver à valoriser de façon optimum ces produits, type moabi, l'essence par excellence, dont on se dit, comme tu l'as précisé, que c'est une aberration, c'est un non-sens de se retrouver à enfouir ces ressources qui sont des vraies richesses. Donc pratiquement, face à une menuiserie en moabi, comment tu fais? Alors aujourd'hui, des entreprises essentiellement d'insertion démantèlent les menuiseries pour récupérer essentiellement le vitrage, le calcin de vitrage, qui va être refondu pour faire du verre. Et le tour en bois, le cadre en bois, certains le récupèrent et d'autres le mettent à la benne, à l'enfouissement. Les dormants, malheureusement, restent souvent sur chantier, sont évacués différemment. Ils sont complètement détruits sur place parce qu'il y a les pattes, il y a le plâtre, il y a le ciment, il y a peu de précautions. Donc c'est un grand désastre, grosso modo. Alors aujourd'hui, Jean, on est vraiment dans la préhistoire. Il y a Sans Détour, par exemple, en Charente, qui fait des choses en bois recyclé qui sont très bien collées. Il y a Atelier Rare sur Paris, dans lequel on a été impliqué avec Pascal à une époque. C'est des tout petits faiseurs qui sont les pionniers qui se fatiguent, qui s'épuisent à trouver des voies pour effectivement trouver des produits revendables. Mais on va profiter pour interroger la société Millet qui, elle, fait déjà du réemploi dans le mobilier, en upcycling, depuis pas mal d'années. Alors, dans le groupe Millet, on fait effectivement du réemploi de bois avec de la récupération de menuiserie où on propose à nos clients éventuellement de pouvoir nous fournir la matière première à notre réemploi en faisant un éco-retour du matériel déposé sur les chantiers.
Donc on a la chance pour l'instant d'avoir des essences qui sont des essences historiquement utilisées, donc qui sont du chêne, des bois exotiques de valeur, qui ont pu être mis il y a une trentaine, une quarantaine d'années, tels que le Moabi. Et aujourd'hui, donc on récupère ces menuiseries, on les démantèle, on revalorise l'ensemble des matériaux, donc autant l'acier, le verre que les autres accessoires de menuiserie, et le bois, ce qui est valorisable en section, on le réemploie pour faire du meuble. Donc il y a une dizaine d'années, il y a Fabrice Millet qui s'est associé avec un architecte et un designer et un ébéniste pour créer une marque qui s'appelle Rue Édition, pour créer une marque de mobilier plutôt de bonne facture avec du bois de réemploi. Donc utilisation en panneaux, utilisation en profil de fenêtre pour éviter le maximum de pertes. On stabilise la finition. Évidemment, les peintures au plomb sont une problématique. Donc, ce sont des produits de finition qui aujourd'hui ne partent qu'en déchetterie pour un traitement spécifique. Mais sinon, on réemploie les bois tels quels pour de la porte du mobilier. Tout dernièrement, on travaille sur non seulement le réemploi, mais la valorisation des chutes de bois. Le bois étant de plus en plus cher et de plus en plus précieux, on veut éviter de mettre à la chaufferie les bois qu'on peut avoir dans nos ateliers avec des gerces, avec des fentes, etc. Donc les rebuts. Donc aujourd'hui, on crée du panneau et on valorise ces bois pour faire aussi du mobilier. Donc après de l'usage extérieur, il y a un projet qui est actuellement en cours sur des tests de collage de différentes essences pour pouvoir faire certifier le produit et le réemployer sur de la menuiserie extérieure, où là on rentre dans des cadres de normes et de pérennité d'ouvrage de construction. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a des essais en cours chez nous actuellement pour pouvoir faire certifier des produits avec des collages multi-essences. Oui, bonjour. Moi, je suis architecte, je travaille avec Frédéric effectivement depuis un petit moment. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la manière dont tu structures ton discours. Et j'interroge toujours, je vais d'ailleurs t'interroger sur le sujet, c'est la question de la qualification finalement des gisements, qui est quand même un vrai sujet aujourd'hui. C'est qu'on a effectivement une ressource, j'allais dire inépuisable dans ces grandes villes, et qu'on a beaucoup de mal en face à trouver à la fois des gens qualifiés pour identifier ces ressources, et puis surtout trouver ces sujets de transformation, puisque quand on voit, tout à l'heure tu parlais à ton introduction qu'on est finalement dans l'univers du monde de la construction neuve, et donc cette construction neuve, on le voit ici, nous avons un catalogue de produits gigantesque, et finalement sur le réemploi, il n'y a pas vraiment de catalogue de produits. Et donc la première question, c'est effectivement sur ces questions de qualifier les gisements, comment peut-on avancer sur ce sujet-là, et doit-on aller vers des entreprises qualifiées pour comment est-ce qu'il y a une méthode, la méthodologie à mettre en place. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il faut effectivement laisser plutôt des designers ou des architectes s'approprier la matière et la transformer par eux-mêmes et aller chercher du produit qui sera à la fois toujours spécifique, ou au contraire essayer d'ouvrir vers des champs plus communs, qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le produit tout venant qu'on voit aujourd'hui dans ce salon. La question que Pascal pose indirectement derrière ces questions, c'est quid de la massification. Aujourd'hui, j'ai cité Sans Détour, j'ai cité Rare, il y en a quelques autres. C'est des petites entreprises qui font des petites initiatives. Ça n'est pas du tout en rapport avec l'énormité du gisement qu'il y a. Donc effectivement, il y a un enjeu qu'il va y avoir de massifier. Peut-être qu'un jour, au carrefour industriel du bois de Nantes, il y aura, je crois que j'en ai vu un qui fait un peu ça, 1 ou 2 exposants qui vont présenter des produits catalogues, comme ici il y a des produits catalogues faits avec du bois issu du upcycling. Donc ça c'est le rêve. Et dans mon rêve, c'est que la TIBT, peut-être avec le CIRAD, aide sur cette question de reconnaissance des essences, qui est un point de blocage de tous ceux qui se mettent sur le sujet, qui est un frein et sur lequel il y a déjà des bêtises qui se font aujourd'hui. Je fais une réponse courte. Et je passe la parole à Scott, qui a des choses à dire en anglais, mais on va essayer de traduire. Merci beaucoup. Je suis canadien, mais je parle en anglais, s'il vous plaît. I represent an organization called Cities for Forests.
And we have brought 85 cities from around the world to commit to forest positive actions, including wood procurement, is one of our main. Is that better? Okay. So we have all of these cities who are beginning to understand the importance of sustainable wood procurement, and we're working on tropical wood as one of the initiatives. And for us, the challenge is the storytelling, the story of the forest and the people that can be brought into the city and be integrated into the infrastructure. So for architects, designers, urbanists, I'm an architect and urbanist as well, we want to take the opportunity of design to bring the story of the forest into the city. So we have a project in New York City called the Brooklyn Bridge Forest, which is in process. So if you want to see this story, you can go to brooklynbridgeforest.com. And we like to do this with cities all over the world, to find an infrastructure of some kind in the city, use a tropical wood that comes from a wonderful source with a community story, and make that story evident and visible. So now I'm talking often to people about the Pont des Arts at Paris. Now the Pont des Arts must be a story when that wood is replaced. It's an all-wood deck, tropical wood, but nobody knows where that wood is coming from right now. If you asked 1 million people at Paris, where did this wood come from, I guarantee you that almost no one would know. I don't know, maybe you know. But this next generation is an opportunity for this to be a wonderful story. À propos du storytelling autour des bois, et moi je parle surtout des bois certifiés FSC, c'est clair et net qu'on n'en fait pas assez. Quand on achète un bois certifié, je l'ai déjà écrit, je l'ai dit, on achète de la biodiversité protégée. On achète des communautés locales qui ont du travail. On achète une forêt qui est protégée. On achète des grands fauves, des grands mammifères qui sont revenus en forêt. Et ça, on en parle peu, excepté Fair and Precious, dont c'est l'axe de communication. Et avec Benoît Terrea, dans l'étude Ecoforaf, il y a une 8aine d'années, on avait beaucoup poussé en disant arrêtez de vendre des grumiers et de vendre des paquets de bois, vendez des histoires, des gens, de la forêt, des animaux. Voilà. Alors, Scott nous lance un nouveau défi, c'est qu'avec le réemploi, il va falloir faire la même chose. Alors, sur le Pont des Arts, qui est en bois tropical, peut-être que toi, tu étais un petit peu au courant, il était avant en chêne. Il était en chêne. Et en fait, un platelage en chêne, ça tient 15 ans, au grand mieux. Un platelage en talis ou autre chose, on franchit assez facilement les 30 ans. On ne peut pas demander à tous les bois d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Le chêne, c'est 15 ans. Et si les conditions de conception ne sont pas très bonnes, ça peut être même seulement 12 ans. Vous avez des choses à Nantes, ici, que j'ai visité il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Des platelages qui ont 12 ans, qui sont morts. Des platelages qui ont 16 ans, qui peuvent encore faire 1 an ou 2, mais qui sont quand même bien fatigués. Alors qu'en essence tropicale de classe 1 et 2, on est largement au-dessus. Donc du storytelling, effectivement, c'est un nouveau défi. Mais je peux vous dire que les entreprises petites qui font ça aujourd'hui, elles sont tellement enlisées dans les problèmes de finances, c'est de trouver des marchés. Parce qu'en plus, quand vous faites du réemploi, vous voyez au passage, on vous demande de faire un prix à moins 20 ou moins 30%. C'est pas une blague, hein. Y compris par des grandes ONG, associations parisiennes, qui veulent mettre du réemploi dans leurs bâtiments et qui me disent ah ouais d'accord, une façade de rideau en bois, mais bon, moins cher que le marché, moins 20% minimum. Et quand j'étais chez les bâtisseurs d'Emmaüs, donc président d'association, on a eu X fois, par diverses ONG de toute nature, des demandes de construction à ossature bois ou du bois, avec des prix, moins 20, moins 30%. Je cite pas l'ONG en question. Donc non, c'est pas possible. Alors quand on est enfoncé dans ces problèmes de finances, le storytelling, il a du mal. One more thing that's not so small is for circularity, what will happen to those boards when they're removed? Because each of those planks could be made into a piece of furniture
So the decking right now is going to be replaced in the near future. But those boards are going to they could have a long life. They could each one be turned into a table. Every board could be one piece of furniture. Every board could be one architect or designer designing a special piece of furniture. See that table, this here? You could make 3 of those from one plank from the Pont des Arts, from the old generation. And that could live for another 100 years. So the opportunity for circularity is also wonderful. C'est ce que je vous montrais dans la diapo sur la dégradation des produits au fur et à mesure de leur vie. C'est que ici, si on est en classe 1 et que le bois se dégrade, on est tout à fait apte à passer en classe d'emploi 3A par exemple. Même si on avait au départ un bois qui était apte à la classe 4, bois dans l'eau carrément. Donc effectivement, il y a moyen dans la seconde vie de passer dans une classe d'emploi inférieure pour repartir. Alors le meuble effectivement est une grande destination. Merci beaucoup, Monsieur Anquetil. Oui, Tom Demey, Jean Blot, Agrobiotech. Oui. Hier, il y avait une session à 16 h qui parlait vraiment de bois, bois B, la réutilisation. Il y avait aussi Cri de bois, NSTIP, l'ERMAP à Nancy. Donc il y a plein d'initiatives qui vont d'abord identifier les poutres dans les anciens bâtiments. Hein. Mais ça, c'est vraiment, pour le moment, on n'a pas focalisé sur le bois tropical, je pense. Donc, c'est vraiment un marché à développer. Mais ça existe longtemps. Hein. Peut-être ici à côté, on vend du barnwood. Ça vient de l'Ukraine ou l'Europe de l'Est qui se vend très cher ici, en fait. Mais ma question, c'est est-ce que vous allez focaliser sur les recycle parks ou sur les déconstructions? Parce que j'avais un étudiant qui a creusé dans les recycle parks, donc les parcs à containers, si je m'exprime bien, oui, les post-consommateurs. Donc là, tous les consommateurs, mais ouais, c'est un recycle park, non? Oui. Les intercommunales il faut mettre, c'est comme ça se fait en Belgique. Les consommateurs qui font un peu de nettoyage, et voilà. Et là, on a vu 3% de bois tropical, de l'IP, des anciennes terrasses et tout ça. Donc là, il y a quelque chose à développer, mais je pense que le taux, le rendement dans le poste, disons, la déconstruction, c'est beaucoup plus grand. Donc je me demande, vous allez focaliser où? Parce que dans les recycle parks, il y a beaucoup de panneaux de particules et voilà. Alors là, aujourd'hui, j'enfonce diverses portes ouvertes pour conscientiser la filière qu'elle ne peut pas abandonner cette fin de vie comme elle le fait aujourd'hui. La société d'abondance dans laquelle on est, c'est fini. Alors sur les exutoires, les recypars par exemple, alors pour le upcycling de bois c'est possible, mais ce que je disais déjà à l'époque des bâtisseurs d'Emmaüs, c'est pour le réemploi surtout, pour les réemplois. Quand le produit est sur le trottoir, c'est déjà foutu. Il a été abîmé, il a été cogné. Il a pris la flotte parfois, il a les étiquettes, les chiens ont pissé dessus. Et donc pour remettre le meuble en état, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, une journée. Donc le mieux, c'est de capter le gisement pour le réemploi, de le capter le plus tôt possible. Et dans le bâtiment, c'est le capter à la manière de ce que les Américains ont bien fait, avec une déconstruction sélective de qualité qu'on démarre en amont. Donc en Ile-de-France, il y a quelques déconstructeurs qui le font, associés à Bellastock par exemple, et Encore Heureux et d'autres gens comme ça, qui effectivement, moi j'ai repéré à Paris dans un hôpital, il y a beaucoup de bois tropical qui va être démonté, mais j'avais pas la possibilité de stocker tout ça de toute manière. Donc tout ça c'est parti à la benne détruit. Alors je sais qu'il y a Atelier Rare qui récupère le Moabi, mais il y a toute une structure, une ossature. Bah non, il faut déconstruire, bon voilà. Donc je suis en train de monter un truc, enfin bon, c'est du petit. Et alors en France, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils ont créé une zone de dépose pour que dans les recycleries collectives, publiques, pour que le produit qu'on dépose ne devienne pas immédiatement un déchet. Parce que dès qu'il devient un déchet, alors, la loi tombe sur lui, et puis le statut de déchet, c'est une complication. Alors on parlait aussi du bâtiment. Dans le bâtiment aussi, il faudrait qu'on puisse prendre conscience qu'intégrer des essences de bois qui ne sont pas durables, qui ne sont pas faites pour un emploi en extérieur,
en extérieur ne peut pas être réemployé après sur une seconde vie. Donc on sait aujourd'hui que des bois tels que le pin sont des essences de bois qui sont traitées pour être mis en menuiserie extérieure sur des usages en extérieur. Et le seul moyen de retraiter du bois peint traité avec des antifongiques et insecticides, c'est de l'enfouissement. Brûler ces matières-là produisent potentiellement des résidus dans les gaz de combustion dangereux et réemployer ces bois-là dans des usines de production risque pour la santé des salariés qui font la retransformation. Donc aujourd'hui, il y a aussi un enjeu à ce qu'il y ait une prise de conscience, à ce que les bois soient utilisés dans leur usage primaire par rapport à leur classement. Donc les bois classe 3 minimum pour de l'extérieur. Alors un bois tropical par contre que je décommande de réemployer et de réutiliser, c'est le tohari. Parce que le tohari est très imprégnable, Alain le sait bien. Il a bu comme du buvard des biocides de synthèse. Et les ouvriers, y compris les gants d'insertion, la moitié, c'est quand même des gens qui sont cassés de droite et de gauche. Il ne faut pas en rajouter. Donc même si on va dire qu'on va pouvoir aspirer les poussières comme il faut, je dis mon œil, il va en passer au travers. Et c'est des imprégnés de biocides. Donc pour moi, le tohari en réemploi, c'est niet. Comment ? Sur le contact, là tu vas loin. En revanche, pour compléter ce qu'a dit notre ami, si on peut le passer en incinération, type cimenterie et compagnie, parce que les températures de dégradation sont tellement élevées, au-dessus de 800 degrés, à ce moment-là, les biocides sont dégradés en éléments simples. Sauf que des cimenteries, il n'y en a pas des tonnes, et qu'elles sont parfois très loin. Et que c'est coûteux, en plus, il faut payer pour aller les emmener. Mais voilà, tous les bois tropicaux ne sont pas bons, effectivement. Je cite le tohari surtout, parce que c'est vraiment le code école. On a fait quand même beaucoup de menuiserie en tohari. Hein. Et il a bu. Même avant le trempage, on passait à l'autoclave, pour en mettre encore plus au fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un petit commentaire par rapport à ce que tu as dit au début. Ben finalement, c'est encourageant. Au début, tu disais ce recyclage des bois, le fait de faire du upcycling, bon, ça démarre à peine. Enfin, c'est des choses. Et puis, finalement, on se rend compte que menuiserie Millet en fond. Je veux dire, menuiserie Millet, c'est pas des bricolos, c'est pas des artisans. C'est une grosse menuiserie qui a pignon sur rue. Tom 2000, on pourra peut-être lui passer la parole. Je crois à la dernière commission technique, vous nous avez parlé d'exemples aussi en Belgique d'entreprises qui... peut-être si vous pouviez nous en dire quelques mots. Je repasse la parole à Tom 2000. Ouais, je me souviens pas, mais il y avait Roto RDC, mais ça c'est pas seulement le bois en fait, hein, donc c'est pour tout ce qui est briques et tout ça aussi, oui, mais bon, pour le moment j'ai seulement un étudiant qui travaille au-dessus, mais le plus grand challenge en fait c'est le déclouage en fait, c'est très chronophage et je pense que dans l'autre session on travaille dans l'économie sociale si je me trompe pas. Ou soit il faut l'automatisation parce que les déclouages, oui, vous avez conseillé de ne pas utiliser les vis, mais tout ce qui est maintenant dedans, il se contient des vis, contient de la peinture parfois, donc ça sera un grand challenge. Ouais. Et l'autre c'est l'identification du bois tropical. Hein. Il y a les spectroscopies, mais ça c'est pas très développé pour le bois tropical. Il y a anatomie du bois, bien sûr, et ça va pas être trop compliqué, mais pourquoi identifier l'espèce? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu ne peux pas classifier selon la masse volumique, selon la densité du bois? Et ça a un lien fort, peut-être ça... voilà. Oui. Donc, il y a des astuces, parce qu'en fait, on sait qu'en fenêtre, il y a à peine une dizaine d'essences classiques depuis 40 ans. 10 peut-être difficilement. En platelage, c'est d'autres types d'essences. Et là, pour avoir fait plusieurs fois des opérations de tri dans des centres de démantèlement, le plus simple, c'est le ciseau à bois. Le ciseau à bois, il rentre ou il rentre pas. Grosso modo, vous avez déjà 80% de la réponse. Et puis, pourquoi faire la distinction entre un Douka, un Macoré, un Moabi? Aucun intérêt. Bord rouge, grain fin, même durabilité. C'est pas la peine d'aller aussi loin. Alors par contre, dans les Méranti, Lohan, Serraya, là, c'est compliqué et je reconnais que c'est pas simple.
Bon, le Mauvingui, il est jaune, en fenêtre, on le reconnaît immédiatement. Bon, ainsi de suite. Donc, pour 80% des cas de figure, on arrive assez facilement à retrouver quand même l'essence. Mais maintenant qu'on tombe sur les essences nouvelles, les LKTS dont on parle, on voit qui va reconnaître un IOV par exemple, puisque maintenant on sort du platelage en IOV, qui va reconnaître le IOV. Une autre question? Alain, une question? Non. Pascal Non, on était en pleine discussion justement sur le sujet du... est-ce qu'il ne faut pas aller vers une obligation sur les produits neufs qui est des process de réemployabilité, d'intégrer très en amont justement pour, pour penser, arrêter de penser que la construction est linéaire et donc arrive à des constructions et que là on dépense une énergie folle avec justement une dispersion de cette énergie sur de l'enfouissement, du réemploi, de la réutilisation, etc. Et finalement qu'on a un marché extrêmement diffus et très complexe avec des solutions pas toujours simples. Et finalement, si tout cet esprit, cette démarche était prise très en amont, ben on aurait beaucoup aujourd'hui du comment peut-être des industries qui s'ancreraient déjà dans des perspectives de développement avec de la prospective, du design et du produit catalogue qui pourrait sortir avec beaucoup moins de polluants sur, sur notre très chère planète, comme on dit. Je crois que tu peux rajouter, je crois, un sujet là-dessus. Là-dessus, après sur la conception des produits, il faut penser non pas seulement à la réutilisation des pièces telles qu'elles sont, à réutiliser les pièces, mais penser à la démontabilité des ouvrages. Donc assurer une démontabilité avec peu de présence de silicone, avec des éléments pelables, revaloriser chaque matériau qui compose chaque ouvrage, c'est déjà une belle avancée. Plus de questions? Merci beaucoup. Et que la circularité du bois progresse ici et ailleurs. Merci d'être venu.